C'était censé être un après-midi ordinaire à la boulangerie Rosetti's Bakery, dans le sud de Boston. Les rires des enfants résonnaient dans la pièce. Les fours ronronnaient régulièrement. Une odeur chaude de sucre flottait dans l'air. Puis la porte s'ouvrit doucement. Une femme sans domicile fixe entra, hésitante. Elle tenait la petite main d'une fillette. Elle portait des baskets usées. Ses cheveux blonds étaient attachés par un ruban effiloché et usés par le temps. Les yeux bleus de la mère semblaient fatigués. Le genre de fatigue que la vie inflige à une personne après des années d'efforts pour survivre. Elle se tenait devant la vitrine remplie de gâteaux frais, de glaçages brillants, de fraises scintillantes comme de petits bijoux et de bougies attendant les fêtes d'anniversaire. La petite fille murmura « Maman, le rose avec des papillons est tellement joli. Je peux en choisir un ?» La mère déglutit péniblement et esquissa un sourire qui n'atteignit jamais ses yeux. Puis elle se pencha vers la caissière et lui murmura à l'oreille, d'une voix que seules 3 personnes dans la pièce pouvaient entendre, « Madame, avez-vous un gâteau dont la date de péremption est proche, juste un petit ? C'est l'anniversaire de ma fille aujourd'hui. » La caissière fronça les sourcils. Derrière elle, quelques clients laissèrent échapper des petits rires moqueurs. Mais quelqu'un d'autre l'entendit aussi. Assis dans un coin sombre, tenant une petite tasse d'espresso entre ses doigts marquée d'un tatouage en forme de boussole, se trouvait Marcus Valent, le plus puissant parrain de la mafia de Boston. Il vit la petite fille essayer de cacher sa déception. Il vit la mère faire semblant de ne pas remarquer les regards méprisants, et il entendit chaque mot, plus clairement qu'un coup de feu. La caissière poussa un soupir d'impatience. « Non, madame. Nous sommes une boulangerie, pas une décharge publique. » La petite fille baissa la tête. La mère cligna rapidement des yeux, essayant de retenir ses larmes. Le parrain de la mafia se leva lentement. Un pied de chaise racla le sol. Toute la boulangerie se figea. Il s'approcha, se dressant derrière elle, sa grande ombre se projetant sur la vitrine à gâteaux. « Excusez-moi, » dit-il d'une voix basse et calme. La mère se retourna, effrayée. Elle le reconnut immédiatement. Ce visage qu'elle avait vu aux informations, cette légère cicatrice qui allait du coin de son œil jusqu'à sa pommette. Mais au lieu de cruauté, il y avait autre chose dans ses yeux gris. Il s'agenouilla à la hauteur de la petite fille, regarda ses baskets usées et son sourire tremblant, et lui demanda gentiment « Dis-moi, ma chérie, quel gâteau d'anniversaire veux-tu » Ce qui s'est passé ensuite allait changer la vie des 3 personnages à jamais. Restez jusqu'à la fin de l'histoire, car ce que le chef de la mafia fait ensuite laissera tout le monde avec la gorge serrée. Si vous êtes ému, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime » pour soutenir la chaîne. Partagez cette histoire avec vos proches. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer les prochaines histoires touchantes. La petite Emma fixait l'homme étrange avec de grands yeux, mi-effrayés, mi-curieuse. Sa petite main agrippait l'ourlet du manteau de sa mère, comme s'il s'agissait de la seule bouée de sauvetage dans une mer d'inconnus. Scarlett voulait éloigner sa fille, voulait fuir cet endroit, fuir tout le monde, fuir cet homme puissant dont elle connaissait trop bien la réputation. Mais ses pieds semblaient cloués au sol. La voix de Marcus Valent était basse et posée, mais elle n'était pas effrayante. Elle dégageait quelque chose que Scarlett ne pouvait nommer, quelque chose de presque doux. Emma jeta un coup d'œil à sa mère, puis revint vers l'homme agenouillé devant elle. « Chili », dit-elle en levant un petit doigt et en pointant vers la vitrine. « Le rose avec les papillons », murmura-t-elle si doucement que sa voix se dissipa presque dans l'air. « Mais je ne veux qu'une petite part. » Marcus suivit la direction indiquée par le doigt d'Emma. C'était le plus gros gâteau de la vitrine. 3 étages recouverts d'un glaçage rose pâle, surmontés de délicats papillons en sucre qui semblaient prêts à s'envoler. Un gâteau destiné à de somptueuses fêtes d'anniversaire, à des enfants choyés, à des familles entières, pas à une fillette de 7 ans vivant dans la rue. Il se leva et se dirigea vers la caisse. Britney, l'employée qui était encore si vive et autoritaire quelques instants auparavant,
se tenait maintenant tremblante, le visage pâle, les mains agrippées au bord du comptoir comme si elle avait besoin de quelque chose pour se maintenir debout. Elle savait qui était Marcus Valent. Tout le monde à Boston le savait. « Je veux ce gâteau », dit Marcus, d'une voix ni forte ni douce, mais qui avait le poids d'un ordre. « Le plus gros, 3 coupes. Et je veux 7 bougies roses dessus. » Britney acquiesça à plusieurs reprises, n'osant pas le regarder dans les yeux. « Oui, oui, monsieur. » Tout de suite, Marcus n'avait pas fini. « Ajoutez un sac de nourriture. 2 sandwichs au poulet grillé, une soupe au potiron et ces petites pâtisseries dans cette vitrine. Tout ce qu'il y a de plus frais. Emballez-le soigneusement. » Britney se mit au travail comme si sa vie en dépendait. C'était peut-être le cas. Pendant qu'elle s'affairait et tâtonnait avec les boîtes et les sacs, Marcus sortit son portefeuille. Il posa 5 billets de $100 sur le comptoir, soigneusement disposés, sans se presser. « Gardez la monnaie, dit-il. Considérez ça comme un pourboire pour votre excellent service. » Le sarcasme dans ces mots fit baisser encore plus le regard de Britney, qui n'osa pas dire un mot. Toute la boulangerie resta silencieuse. Les clients qui ricanaient quelques instants plus tôt se tenaient désormais comme des statues, les yeux fixés sur le sol, personne n'osant respirer trop fort. Scarlett resta là, bouleversée. Elle voulait refuser. Voulait dire qu'il n'avait pas besoin de charité, qu'elle avait encore sa fierté. Mais lorsqu'elle regarda le visage d'Emma, la façon dont les yeux de sa fille s'illuminaient pour la première fois depuis des mois, la façon dont elle fixait ce gâteau, comme s'il s'agissait d'un rêve, Scarlett ne put ouvrir la bouche. Britney sortit avec précaution la boîte à gâteaux, ainsi qu'un grand sac en papier rempli de nourriture. Elle posa le tout sur le comptoir, puis recula, la tête toujours baissée. Marcus prit la boîte à gâteaux et se tourna vers Scarlett et Emma. Son regard se posa sur le visage de la jeune mère, sur ses yeux bleus fatigués, sur ses vieux vêtements usés aux épaules, sur l'air émacié de quelqu'un qui n'avait pas mangé un repas complet depuis bien trop longtemps. « Où habitez-vous toutes les deux ?» La question était simple, mais elle paralysa Scarlett. Elle ouvrit la bouche, puis hésita. Mentir serait inutile. Rester silencieuse serait trop évident. Et son silence était la réponse que Marcus connaissait déjà avant de poser la question. Il la regarda Emma, puis hocha légèrement la tête comme pour confirmer quelque chose dans son esprit. « Venez avec moi, » dit-il. Ce n'était ni un ordre ni une demande, juste 3 mots simples, porteurs d'une promesse que Scarlett ne pouvait pas encore comprendre. Et même si tous ses instincts de survie lui criaient « Fuis, refuse, éloigne-toi de cet homme », une autre partie d'elle, celle qui était épuisée, désespérée, usée d'avoir tout porté seule pendant trop longtemps, lui murmura en retour « Qu'est-ce que tu as encore à perdre ?» Scarlett regarda Marcus et attendit. Elle venait de tout lui raconter. Des années pleines d'espoir où elle travaillait comme infirmière à l'énorme dette que Ryan avait laissée derrière lui, en passant par 8 mois interminables de vie dans la rue, elle avait tout déballé comme si ces mots étaient un poids qu'elle portait depuis trop longtemps et dont elle avait enfin besoin de se débarrasser. C'était maintenant son tour. « Pourquoi as-tu fait tout ça ? Pourquoi nous as-tu observés pendant 3 semaines ? Pourquoi un homme comme toi se soucierait-il d'une mère et de son enfant sans abri ?» Marcus ne répondit pas tout de suite. Il était assis en face d'elle dans le salon du nouvel appartement, le visage à moitié plongé dans l'ombre. Emma dormait dans sa chambre, serrant contre elle l'ours en peluche que Rosa avait déjà posé sur le lit. L'appartement était si calme que Scarlett pouvait entendre le tic-tac de l'horloge murale. 12 ans plus tard, Marcus finit par parler, d'une voix plus basse, plus rauque, comme si chaque mot devait franchir un mur invisible dans sa gorge. « J'ai une sœur, Isabella. » Scarlett resta silencieuse, sentant que ce n'était pas le moment de poser des questions, mais seulement d'écouter. Marcus regardait par la fenêtre. La lumière des réverbères pénétrait dans la pièce et soulignait les traits durs de son visage, accentuant la légère cicatrice sur sa pommette. Isabella était ma seule sœur. Elle ne me ressemblait en rien. Elle était gentille, douce. Elle croyait en la bonté du monde. Quand j'ai choisi cette voie, dit-il en levant légèrement la main pour désigner tout ce qu'il représentait, elle ne l'a pas acceptée. Elle voulait une vie normale, loin de moi, loin de la noirceur que je portais en moi.
Il fit une pause et prit une profonde inspiration. Isabella épousa un homme qu'elle aimait. Ils eurent une fille, Sophia. Mais son mari les quitta quand Sophia n'avait que 2 ans. Tout comme Urion, il disparut sans un mot, laissant sa femme et son enfant dans le désarroi. Scarlett sentit un frisson lui parcourir l'échine. La ressemblance était trop évidente, trop douloureuse. Isabella a refusé mon argent, poursuivit Marcus. Elle a dit qu'elle ne voulait pas être liée à de l'argent taché de sang. Elle a tout porté elle-même. 3 emplois, caissière pendant la journée, femme de ménage dans des bureaux l'après-midi, serveuse dans un bar le soir, dormant 3 ou 4 heures par jour. Tout cela pour que Sophia ait de quoi manger et s'habiller et puisse aller à l'école comme les autres enfants. La voix de Marcus se mit à trembler, ce que Scarlett n'aurait jamais imaginé voir chez un homme comme lui. Une nuit, Isabella rentrait chez elle après son 3e service. À 2 heures du matin, elle était si fatiguée, si épuisée, qu'elle ne pouvait plus garder les yeux ouverts. Sa voiture a heurté le terre-plein central de l'autoroute. Elle est morte sur le coup. Scarlett porta une main à sa bouche pour retenir ses larmes, qui coulaient avant qu'elle ne puisse les arrêter. Elle ne connaissait pas Isabella, n'avait jamais rencontré cette femme, mais elle comprenait. Elle comprenait ce genre d'épuisement qui donne l'impression que votre corps va s'effondrer. Elle comprenait les nuits blanches passées à s'inquiéter pour un enfant. Elle comprenait la solitude d'une mère célibataire sans personne à ses côtés. Sophia, ma nièce, avait 7 ans à l'époque, dit Marcus, la voix serrée comme s'il était étranglé. Le même âge qu'Emma aujourd'hui. Après la mort d'Isabella, j'ai essayé d'adopter Sophia. Je voulais faire ce qu'il fallait pour elle, pour ma sœur, pour toutes ces années où je n'étais pas là. Mais le tribunal a refusé mon dossier. Il laissa échapper un rire amer et creux. Je n'étais pas apte à élever un enfant. Sophia a été placée en famille d'accueil. J'ai tout essayé. L'argent, mes relations, tout ce que j'avais. Mais ils l'ont emmenée, l'ont déplacée d'un endroit à l'autre, et finalement, j'ai perdu sa trace. La dernière fois que j'ai vu Sophia, c'était à l'enterrement de sa mère. Elle se tenait à côté du cercueil sans pleurer, le regard fixe. Les yeux d'une enfant de 7 ans ne devraient pas être aussi vides. Marcus se tourna vers Scarlett, et dans ses yeux gris, elle vit un abîme de chagrin que 12 années n'avaient toujours pas comblé. « Quand je vous ai vu, Emma et vous, à la boulangerie ce jour-là, dit-il lentement, j'ai vu Isabella et Sophia. J'ai vu ma sœur dans la fatigue de vos yeux. J'ai vu ma nièce dans le sourire d'Emma. Vous m'avez demandé ce que j'attendais de vous. Je ne veux rien. Je veux juste que l'histoire ne se répète pas. Je n'ai pas pu sauver Isabella. Je n'ai pas pu garder Sophia avec moi. Mais peut-être que je peux te sauver, toi aussi, pleura Scarlett. Non par pitié pour elle-même, mais parce que pour la première fois, elle voyait le véritable être humain derrière l'apparence froide du chef de la mafia. Un frère qui avait perdu sa sœur, un oncle qui avait perdu sa nièce, un homme qui portait une cicatrice dans son cœur depuis 12 ans. Une cicatrice que personne ne pouvait voir, mais qui n'avait jamais cessé de faire mal. Elle ne dit rien. Elle tendit simplement la main et prit celle de Marcus. Une main qui avait commis des actes cruels, mais qui, ce soir-là, tremblait comme celle d'un enfant perdu. Cette nuit-là, après le départ de Marcus, Scarlett s'allongea sur un lit moelleux pour la première fois depuis 8 longs mois. Elle ne pouvait pas dormir, non pas parce qu'elle avait peur ou qu'elle était anxieuse, mais parce qu'elle n'arrivait toujours pas à croire que tout cela était réel. Elle fixait le plafond, écoutant la respiration régulière d'Emma dans la chambre voisine, et des larmes ne cessèrent de couler sur l'oreiller. Le lendemain matin, les premiers rayons du soleil traversèrent les rideaux et réveillèrent Emma. La petite fille s'assit d'un coup, les yeux écarquillés, regardant autour d'elle comme si elle devait se prouver qu'elle ne rêvait pas. Le lit était recouvert de draps rose pâle. Une étagère en bois clair se trouvait à proximité, sur laquelle étaient déjà posés quelques livres de bande dessinée. Un ours en peluche brun tout doux était couché à côté de son oreiller, et la fenêtre, une vraie fenêtre avec des rideaux,
laissait entrer la lumière et même le chant des oiseaux. Maman. Emma sauta hors du lit et courut pieds nus hors de la chambre. Maman. Maman. Scarlett était dans la cuisine, tenant une tasse en céramique blanche qu'elle avait trouvée dans le placard. Elle se retourna au son de la voix de sa fille, et la vue qui s'offrait à elle lui fit presque arrêter le cœur. Emma se tenait au milieu du salon, les yeux bleus brillants, le visage rayonnant d'une joie que Scarlett pensait ne plus jamais revoir. « Maman, c'est notre maison ? Vraiment, maman. J'ai ma propre chambre. J'ai un lit. J'ai même un ours en peluche. » Scarlett posa la tasse et s'agenouilla pour l'enlacer. Elle ne pouvait pas parler. Elle serra simplement Emma dans ses bras et pleura. Elle pleura pour les 8 derniers mois, pour toutes les fois où elle s'était forcée à paraître forte devant son enfant. Elle pleura pour les nuits glaciales passées dans la rue, où elle avait dû serrer Emma dans ses bras pour la réchauffer. Elle pleurait pour les repas qu'elle avait sautés, afin que sa fille puisse avoir un morceau de pain de plus. Elle pleurait parce que, enfin, sa petite fille avait un toit au-dessus de sa tête. « Tu pleures parce que tu es heureuse, maman ?» demanda Emma d'une voix innocente. Elle leva sa petite main et essuya les larmes sur les joues de sa mère. « Oui, ma chérie, » murmura Scarlett, la voix étranglée. « Je pleure parce que je suis heureuse. » Emma sourit, puis continua sa visite de l'appartement. Elle courut dans la salle de bain et poussa un cri de joie lorsqu'elle vit la baignoire avec une pomme de douche. Elle ouvrit le réfrigérateur et resta bouche bée devant les briques de lait, les œufs et les fruits frais. Elle se tint à la fenêtre du salon et regarda le petit parc en contrebas avec ses rangées d'arbres d'un vert profond. « Maman, il y a aussi un parc. Il y a des balançoires. » Scarlett l'observait de loin, le cœur à la fois douloureux et réconforté. Douloureux parce qu'elle réalisait que les choses les plus simples, un lit, un réfrigérateur rempli de nourriture, une salle de bain avec de l'eau chaude, pouvaient rendre sa fille si heureuse. Cela signifiait que pendant 8 mois, elle n'avait pas été capable d'offrir à Emma les choses les plus élémentaires, mais réconfortée aussi parce que maintenant, Emma avait tout. À 10 heures du matin, la sonnette retentit. Scarlett ouvrit la porte et vit Marcus debout devant elle, tenant un grand sac en papier. Il portait une simple chemise blanche. Pas de costume. Aucun des cadeaux effrayants qu'il avait apportés à la boulangerie. Ce matin-là, il ressemblait à un homme ordinaire, comme un voisin qui passe dire bonjour. « J'ai apporté des croissants pour le petit déjeuner, dit-il. Rosa les a préparés tôt ce matin. »« Oncle Marcus !» s'écria Emma en se précipitant dehors, sans la peur qu'elle avait ressentie la veille. « Oncle, il y a un ours en peluche et des livres dans ma chambre. J'adore ça. » Marcus regarda la petite fille et Scarlett vit quelque chose dans ses yeux. Une lueur, mais aussi de la douleur. Elle comprit ce qu'il voyait, à qui il pensait. Sophia, sa nièce de 7 ans qu'il avait perdue, l'enfant qui aurait aujourd'hui 19 ans, quelque part, et il ne savait même pas si elle se souvenait de l'oncle qui avait essayé de la sauver. Marcus s'agenouilla et caressa doucement les cheveux blonds d'Emma. « Je suis content que tu l'aimes, » dit-il doucement. « C'est ta maison maintenant. Tu peux rester aussi longtemps que tu veux. » Emma jeta ses bras autour du cou de Marcus, geste naturel d'une enfant qui ne connaissait pas la peur, et Scarlett vit les larges épaules du chef mafieux trembler légèrement. Elle vit ses yeux gris se fermer. Elle le vit serrer Emma dans ses bras comme s'il serrait 12 années de regrets et une chance de rédemption que la vie venait de mettre entre ses mains. Cet après-midi-là, le petit appartement de Beacon Hill s'emplit du doux parfum du glaçage à la vanille et du son clair et joyeux des rires. Scarlett avait passé toute la matinée avec Rosa à décorer le salon avec des ballons roses et blancs. Pas beaucoup, pas de manière extravagante, mais suffisamment pour que les yeux d'Emma s'illuminent chaque fois qu'elle regardait autour d'elle. C'était la première vraie fête d'anniversaire d'Emma depuis 2 ans. L'année dernière, elle avait passé son anniversaire dans un coin de parc avec un demi-sandwich que Scarlett avait réussi à garder et la promesse que l'année suivante serait différente.
L'année suivante était arrivée, et elle était vraiment différente, d'une manière que Scarlett n'aurait jamais osé imaginer. Le gâteau rose à 3 étages décoré de papillons en sucre trônait fièrement au centre de la table. 7 petites bougies étaient alignées sur le dessus, leurs flammes scintillant et dansant dans la lumière chaude de la pièce. Marcus était assis en bout de table. Tony se tenait debout, les bras croisés, dans un coin, comme d'habitude. Et Rosa s'essuyait les mains sur son tablier, les yeux humides, en regardant la scène devant elle. Scarlett était assise à côté d'Emma, tenant la main de sa fille, le cœur battant à tout rompre. « Très bien, ma chérie, » dit Scarlett doucement. « Souffle les bougies et fais un vœu vraiment spécial. » Emma s'agenouilla sur sa chaise, ses yeux bleus reflétant la lumière des 7 bougies. Elle joignit les mains contre sa poitrine, ferma les yeux et remua les lèvres comme si elle murmurait quelque chose. Puis elle ouvrit les yeux, prit une profonde inspiration et souffla. Les 7 bougies s'éteignirent d'un seul coup, et un mince ruban de fumée s'éleva dans l'air. Tout le monde applaudit. Rosa essuya ses larmes. Scarlett serra Emma contre elle et l'embrassa sur le sommet de la tête. Emma rayonna, puis se tourna soudain vers Marcus. « Oncle Marcus, dit-elle d'une voix claire comme du cristal, tu veux savoir ce que j'ai souhaité ?» Marcus pencha légèrement la tête, un léger sourire effleurant le coin de sa bouche. « Dis-moi. » Emma descendit de la chaise et courut autour de la table pour rejoindre Marcus. Elle se tint devant lui et leva les yeux, ses yeux bleus aussi purs que le ciel d'été. « Je souhaite que tu ne sois plus triste, » dit Emma d'une voix sérieuse, comme si elle partageait le secret le plus important au monde. « Tes yeux sont très tristes. Je l'ai vu le jour où tu as raconté ton histoire à maman. J'ai fait semblant de dormir, mais j'ai entendu. Tu as pleuré. Je ne veux pas que tu pleures. Je veux que tu sois heureux. » La pièce devint silencieuse. Scarlett leva une main pour couvrir sa bouche, la gorge serrée. Rosa se détourna les épaules tremblantes. Même Tony, le grand homme au visage toujours dur comme la pierre, dut baisser les yeux vers le sol. Marcus resta immobile. Il fixait la fillette de 7 ans qui se tenait devant lui, une enfant qu'il avait rencontrée moins de 2 jours auparavant, mais qui avait vu plus profondément dans son âme que quiconque ne l'avait fait en 12 ans. Il avait bâti un empire sur la froideur et la cruauté, il avait enfoui son chagrin sous la carapace du pouvoir. Il s'était dit que les larmes étaient un luxe qu'un homme comme lui n'avait pas le droit de s'offrir. Mais maintenant, dans le regard bleu clair d'Emma, dans le vœu d'anniversaire qu'elle lui avait fait à lui plutôt qu'à elle-même, tous les murs qu'il avait construits s'étaient soudainement effondrés. Marcus baissa la tête. Ses épaules se mirent à trembler. Et pour la première fois en 12 ans, depuis la nuit où il s'était tenu à côté du cercueil d'Isabella, depuis la dernière fois où il avait vu Sophia être emmenée, depuis le moment où il s'était promis de ne plus jamais pleurer, des larmes coulaient sur ses joues. Ce n'étaient pas des larmes de faiblesse, mais les larmes d'un homme qui s'autorisait enfin à guérir. Emma n'avait pas peur. Elle s'avança et enroula ses petits bras autour du cou de Marcus. « Ne pleure plus, mon oncle. Je suis là maintenant. Ma maman est là aussi. Tu n'as plus besoin d'être triste tout seul. » Marcus la serra fort dans ses bras, ses larges épaules tremblant par vagues. Scarlett vint à ses côtés et posa une main sur son dos. Elle ne dit pas un mot. Elle resta simplement là. Et à ce moment-là, sous la lumière chaleureuse du petit appartement, entourée par l'odeur du gâteau et les ballons roses, 3 inconnus se trouvèrent. Une fillette de 7 ans, avec un souhait de guérison, une mère épuisée retrouvant l'espoir, et un chef de la mafia qui, pour la première fois depuis plus de 10 ans, sentait qu'il méritait peut-être le pardon. Au même moment, de l'autre côté de la rue, à l'intérieur d'une voiture noire garée à l'ombre d'un vieux chêne, un homme observait l'appartement du 3e étage. Luca Moretti, 32 ans, au visage anguleux et émacié et aux yeux aussi froids que ceux d'un serpent, leva un appareil photo équipé d'un téléobjectif et continua à prendre des clichés.
À travers l'objectif, il voyait tout. Des ballons roses encadrés par la fenêtre, la silhouette d'une femme aux cheveux châtain auburn, une petite fille blonde qui sautait d'excitation, et Marcus Valent, le parrain le plus puissant de Boston, qui tenait l'enfant comme si elle était le trésor le plus précieux au monde. Lucas baissa l'appareil photo, un sourire vicieux se dessinant au coin de ses lèvres. Il sortit son téléphone et composa un numéro familier. La voix à l'autre bout du fil répondit après 2 sonneries. Au rapport. Une voix grave et rauque dit « Monsieur Castellano », dit Lucas en baissant la voix comme si quelqu'un pouvait l'entendre, même s'il était seul dans la voiture. « J'ai suivi Valente pendant 3 jours, comme vous me l'avez demandé. Quelque chose d'intéressant s'est produit. Continuez. Il a recueilli 2 vagabonds, une femme et une petite fille d'environ 7 ans. Elles semblent sans abri. Il les a emmenés dans un appartement à Beacon Hill, celui qu'il garde vide depuis des années. La ligne resta silencieuse pendant un moment. Lucas attendit, sachant que son patron réfléchissait. Victor Castellano n'était pas du genre à prendre des décisions hâtives. Il avait 45 ans. Ses cheveux gris étaient lissés en arrière. Son regard était aussi tranchant qu'une lame. Depuis 10 ans, Marcus Valent et lui se livraient une guerre silencieuse pour le contrôle de Boston. 10 ans. Et aucun des 2 camps n'avait gagné. Parce que Marcus n'avait jamais eu de faiblesse que Victor pouvait exploiter. Jusqu'à présent. Comment les traite-t-il ? Demanda Victor. Comme des membres de sa famille, répondit Lucas. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du petit. Il a acheté un gâteau, décoré l'appartement, organisé une fête. J'ai des photos de lui, tenant le petit dans ses bras. Et M. Castellano, je vous jure que je l'ai vu pleurer. Marcus Valente a pleuré. Victor rit. Un rire sec et froid. En 20 ans dans ce métier, je n'ai jamais entendu personne dire que Marcus Valent avait des sentiments. C'est un glaçon. C'est une machine. C'est un monstre sans cœur. Mais apparemment, il a marqué une pause, sa voix ralentissant, mesurée, calculatrice. Apparemment, même un monstre peut aimer. Lucas a levé les yeux vers l'appartement une fois de plus. Une lumière jaune et chaude se déversait par la fenêtre, complètement à l'opposé de l'obscurité où il était assis. « Que veux-tu que je fasse ensuite ?»« Continue à surveiller, » a ordonné Victor. « Découvre qui ils sont, qui est cette femme pour lui, à qui appartient cet enfant. Je veux tout savoir. Leur emploi du temps, leurs habitudes, leurs points faibles, tout. » Puis Lucas demanda. Ensuite, Victor marqua une pause, sa voix se transformant en un sifflement semblable à celui d'un serpent juste avant de frapper. Ensuite, nous prendrons la chose la plus précieuse que possède Marcus Valent. Il est resté intouchable trop longtemps. Il a enfin quelque chose à perdre. L'appel prit fin. Lucas rangea le téléphone dans sa poche, démarra le moteur et s'éloigna lentement, se fondant dans le flux de la circulation. Il reviendrait demain, après-demain, et les jours suivants, pour enregistrer chaque pas de Scarlett et Emma. Il photographierait chaque instant de leur bonheur. Et le moment venu, il aiderait Victor Castellano à transformer ces moments en enfer. Dans l'appartement chaleureux du 3e étage, Scarlett rangeait après la fête. Emma dormait profondément, un sourire aux lèvres, et Marcus était assis près de la fenêtre, regardant fixement la nuit, inconscient que l'obscurité se rapprochait plus que jamais. Les 7 jours suivants passèrent comme un rêve dont Scarlett n'osait pas se réveiller. Le premier jour, elle et Emma allèrent à l'épicerie avec Rosa. Scarlett se tenait entre les rayons remplis de nourriture, les mains tremblantes autour du panier, ne sachant même pas par où commencer. Pendant 8 mois, elle avait oublié ce que c'était que de choisir, de prendre quelque chose sans calculer silencieusement si elle pouvait se le permettre. Emma courut dans l'allée, serrant dans ses bras une boîte de céréales avec un lapin sur le devant, les yeux brillants, demandant si elle pouvait la voir. Et quand Scarlett acquiesça, la petite fille poussa un cri de joie, comme si on lui avait offert le monde entier. Le 2e jour, Marcus passa avec un grand sac rempli de livres. Il s'assit sur le tapis du salon avec Emma, tournant chaque page des livres d'images, sa voix grave et chaleureuse, lisant des contes de fées à haute voix. Scarlett se tenait dans la cuisine, faisant semblant de faire la vaisselle,
Mais en réalité, elle les observait à travers l'interstice de la porte. L'image du plus puissant parrain de la mafia de Boston, assis en tailleur sur le sol, expliquant patiemment à une fillette de 7 ans pourquoi la princesse avait dormi pendant 100 ans, lui serra le cœur d'une manière étrange. Le 3e jour, Rosa vint apprendre à Scarlett à cuisiner des pâtes italiennes traditionnelles. La petite cuisine se remplit de l'odeur riche de l'ail sauté et de la sauce tomate. Emma se tenait debout sur un tabouret, pétrissant la pâte avec ses mains, le visage saupoudré de farine, riant quand Rosa lui disait qu'elle avait un talent pour la cuisine. Scarlett regardait sa fille, regardait la femme plus âgée, guidait patiemment chacun de ses gestes, et elle réalisa que c'était la première fois depuis longtemps que la cuisine était remplie des rires de plusieurs personnes. Elles n'étaient plus seules toutes les deux. Le 4e jour, Marcus les emmena toutes les deux au parc. Emma courut comme le vent vers les balançoires, son rire résonnant sur l'herbe verte. Scarlett s'assit sur un banc en pierre et regarda Marcus pousser la balançoire pour la petite fille. Plus haut, plus haut. Alors qu'Emma criait de joie, il y eut un moment où le soleil de fin d'après-midi filtrait à travers les feuilles, et Scarlett vit Marcus sourire. Pas le sourire faible et fugace qu'elle avait vu auparavant, mais un vrai sourire. Un sourire qui semblait effacer la cicatrice sur sa joue, qui rendait ses yeux gris et froids étrangement chaleureux, et elle réalisa que son cœur battait plus vite que d'habitude. Le 5e jour, Scarlett se réveilla et trouva Marcus déjà dans la cuisine, en train de lui préparer du café. Il posa la tasse devant elle, s'assit en face d'elle, et ils parlèrent de choses insignifiantes, du livre qu'Emma aimait le plus, des pâtes que Scarlett avait appris à cuisiner avec Rosa, du temps, de la ville, de choses si ordinaires que Scarlett en oublia presque qui était l'homme assis en face d'elle, ce qu'il faisait, combien d'ennemis l'attendaient peut-être dans l'ombre. À ce moment-là, il n'était que Marcus, et elle n'était que Scarlett. 2 adultes buvant leur café du matin comme n'importe quel couple ordinaire. Le 6e jour, Emma commença officiellement à l'appeler Oncle Marcus. Elle le dit naturellement, sans hésitation, comme si ce nom existait depuis longtemps. Oncle Marcus me fit la lecture. Oncle Marcus, on peut retourner au parc demain ? Oncle Marcus, tu peux rester dîner avec maman et moi ce soir ? Marcus regarda la petite fille, puis regarda Scarlett comme pour lui demander la permission. Et Scarlett acquiesça sans rien dire. Mais dans son cœur, elle savait qu'elle voulait qu'il reste. Non seulement pour Emma, mais aussi pour elle-même. Le 7e jour, après le dîner, quand Emma s'endormit, Scarlett et Marcus s'assirent sur le petit balcon et regardèrent la ville. Ils ne dirent rien, restèrent simplement silencieux ensemble. Mais le silence n'était pas pesant. Il était chaleureux. Il était rassurant. Il donnait envie à Scarlett de croire que la vie pourrait rester ainsi pour toujours. Elle jeta un coup d'œil à Marcus, à son visage sévère sous les réverbères, et se demanda quand elle avait commencé à ressentir cela. Le désir d'être près de lui, le sentiment de calme lorsqu'il était là. Un sentiment qu'elle n'osait pas nommer, car le nommer signifiait admettre que son cœur battait pour un homme qu'elle savait dangereux. Mais cette nuit-là, lorsque Marcus lui dit au revoir et franchit la porte, Scarlett réalisa qu'elle était restée là à le regarder plus longtemps que nécessaire. Et elle sut que, même si elle essayait de le nier, quelque chose avait changé entre eux. Cette nuit-là, après avoir quitté l'appartement de Scarlett et Emma, Marcus retourna dans sa propriété de la banlieue de Boston. Il s'assit dans son bureau, un verre de whisky à la main. Mais il ne but pas. Il resta simplement assis là, le regard perdu dans le vide, repensant aux 7 derniers jours, repensant au rire d'Emma, repensant à la façon dont Scarlett l'avait regardé sur le balcon ce soir-là, repensant à l'étrange sentiment qui grandissait dans sa poitrine. Ce sentiment qu'il croyait mort depuis 12 ans. L'horloge sonna 12 coups. Minuit. Le téléphone de Marcus vibra sur le bureau. Il le prit et regarda l'écran. Un SMS provenant d'un numéro inconnu. Pas de nom, pas d'identité, juste une série de chiffres qu'il ne reconnaissait pas. Marcus ouvrit le message, et son corps tout entier se raidit. 3 photos. La première montrait Emma dans le parc, assise sur une balançoire, ses cheveux blonds flottant au vent.
La deuxième montrait Emma debout près de la fenêtre de l'appartement, en train de lire un livre, le visage légèrement tourné vers le soleil de fin d'après-midi. La troisième était un gros plan de son visage alors qu'elle riait, les yeux bleus pétillants, les fossettes bien visibles sur ses joues. Les photos avaient été prises secrètement à distance, avec un objectif professionnel. Celui qui les avait prises avait observé, suivi chacun de ses pas, capturé chaque instant, et Marcus n'en avait aucune idée. Sous les 3 photos, il y avait une seule ligne de texte, quelques mots seulement, mais suffisant pour glacer le sang de Marcus. C'est une petite fille si mignonne, Marcus, tout comme Sophia l'était à l'époque, n'est-ce pas? Ce serait dommage que l'histoire se répète. Le verre de whisky glissa de la main de Marcus et se brisa sur le parquet. Il n'entendit pas le verre se briser. Il ne sentit pas l'alcool éclabousser son pantalon. Tout ce qu'il entendait, c'était le sang qui rugissait dans ses oreilles. Son cœur battait comme un tambour de guerre. Le cri silencieux d'une peur qu'il croyait avoir oubliée depuis longtemps. Sophia. Ils avaient mentionné Sophia. Ils savaient pour Sophia. Et ils menacèrent de faire la même chose à Emma. Marcus fixa à nouveau les 3 photos, les mains tremblant si fort qu'il pouvait à peine tenir le téléphone. Le visage d'Emma sur les photos, son sourire innocent, ses yeux bleus clairs qui ne se doutaient pas que quelqu'un la traquait, l'attendait, prévoyait de transformer sa vie en enfer. Tout comme Sophia à l'époque. Tout comme sa nièce, cette fillette de 7 ans qui lui avait été arrachée et jetée dans le système froid des familles d'accueil. L'enfant qu'il avait perdu, qu'il avait cherché pendant 12 ans sans succès. Pas cette fois. Cette fois, non, Marcus composa le numéro de Tony. L'autre bout répondit avant même que la première sonnerie ne se termine. « Patron !» La voix de Tony était encore pâteuse de sommeil, mais elle s'aiguisa instantanément lorsqu'il entendit Marcus parler. « Code rouge !» dit Marcus d'une voix froide comme l'acier, mais tremblante à la fin. « Appelle tout le monde, je veux une protection 24 heures sur 24 pour l'appartement de Beacon Hill. » « À partir de maintenant, que s'est-il passé ?» demanda Tony, le ton désormais sérieux. « Victor. » Marcus cracha le nom comme du poison. « Victor Castellano. Il les a trouvés. Il m'a envoyé des photos d'Emma. Il a menacé de faire en sorte que l'histoire se répète. » Il y eut un moment de silence au bout du fil. Puis Tony parla, la voix tendue comme un ressort. « Compris. J'enverrai des gens dans 15 minutes. » « Tu veux lui dire ?» Marcus ferma les yeux, et le visage de Scarlett lui revint à l'esprit, son sourire ce soir-là sur le balcon, la confiance dans ses yeux quand elle le regardait. Les 7 jours de paix qu'il lui avait offerts, à elle et à Emma, étaient sur le point de s'évanouir comme de la fumée. « Pas encore, dit-il après un long moment. Je lui dirai moi-même. » Marcus raccrocha et regarda par la fenêtre. La ville de Boston dormait sous la nuit, mais il savait qu'il y avait des hommes dans l'obscurité qui ne dormaient pas, qui surveillaient, qui attendaient. Et Marcus Valent, le patron le plus puissant de la ville, ressentit pour la première fois de sa vie une véritable peur. Pas pour lui-même, mais pour une fillette de 7 ans, aux yeux bleus et au sourire d'ange. Peur pour la femme aux cheveux auburn qui avait commencé à occuper une place dans son cœur. La peur que cette fois encore, il échoue. Tout comme il y a 12 ans, Marcus arriva à l'appartement à 2 heures du matin. Il n'avait pas appelé. Il ne l'avait pas prévenu. Il se présenta simplement à la porte, le visage pâle et les yeux remplis de tempête. Scarlett ouvrit la porte en pyjama, les cheveux en bataille, les yeux encore lourds de sommeil. Mais dès qu'elle vit l'expression de Marcus, elle fut complètement réveillée. « Que s'est-il passé » demanda-t-elle, l'inquiétude aiguisant sa voix. « Pourquoi es-tu ici à cette heure-ci » Marcus entra et referma la porte derrière lui. Il ne dit rien. Il lui tendit simplement son téléphone. Scarlett le prit, regarda l'écran, et eut l'impression que le monde s'écroulait sous ses pieds. 3 photos d'Emma, sa fille, l'enfant qu'elle avait tout sacrifié pour protéger. Prise en secret, surveillée, suivie, et la ligne de texte en dessous. Ces lettres froides, alignées comme une lame, lui transpercèrent le cœur. Ce serait dommage que l'histoire se répète. Le téléphone glissa des mains de Scarlett. Elle trébucha en arrière jusqu'à ce que son dos heurte le mur,
ses jambes tremblant si fort qu'elle pouvait à peine rester debout. « Non, murmura-t-elle, d'une voix semblable au gémissement d'un animal blessé. « Non, 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 dit Marcus en s'approchant, essayant de garder un ton calme, mais Scarlett pouvait entendre la tension sous-jacente. « Tu dois respirer, tu dois rester calme. »« Calme » rétorqua Scarlett, sa voix montant dans un ton aigu et paniqué. « Tu me dis de rester calme ? Quelqu'un traque ma fille. Quelqu'un menace la vie de mon enfant, et tu me dis de rester calme ?» Elle repoussa Marcus et se précipita dans la chambre d'Emma. Emma dormait encore profondément, serrant son ours en peluche, le visage paisible comme celui d'un ange. Scarlett la regarda et fondit en larmes. Elle voulait la prendre dans ses bras, la porter et courir. Courir loin de cet appartement, de cette ville, de tout. « Nous devons partir, dit Scarlett en se retournant, la voix féroce. « Tout de suite. Je prends Emma et je pars. Nous avons déjà vécu dans la rue. Nous pouvons recommencer à zéro. »« Où iriez-vous » demanda Marcus d'une voix pas forte mais suffisamment grave pour la stopper net. « Il a déjà vu votre visage. Il a vu celui d'Emma. Il a des gens partout. Tu penses pouvoir fuir un parrain de la mafia avec une enfant de 7 ans ? Tu penses pouvoir passer inaperçu en plein jour ? Alors que veux-tu que je fasse ?» siffla Scarlett, s'efforçant de baisser la voix pour ne pas réveiller Emma. « Rester ici et attendre la mort. Attendre qu'ils viennent chercher ma petite fille. Reste avec moi, dit Marcus d'un ton définitif. C'est la seule solution. J'ai des hommes, j'ai des armes, j'ai les moyens de vous protéger toutes les deux. En fuyant, vous ne faites que vous rendre, Emma et vous, plus facile à atteindre. Mais avec moi, Victor devra affronter toute ma force s'il veut vous toucher. » Scarlett fixa Marcus, et à cet instant, tout ce qu'elle avait retenu pendant 7 jours explosa. La gratitude, la confiance, ce sentiment flottant qu'elle avait, eut trop peur de nommer. Tout cela se noya sous une vague de colère et de peur. « C'est ta faute, dit-elle d'une voix tremblante, amère et acerbe, si tu n'étais pas venu à la boulangerie ce jour-là, si tu ne nous avais pas amenés ici, si tu ne nous avais pas intégrés à ta vie, rien de tout cela ne serait arrivé. Ma fille ne serait pas menacée. Nous aurions peut-être été pauvres. Nous aurions peut-être été sans abri. Mais nous étions en sécurité. Et maintenant, tu as mis ma petite fille dans le collimateur de tueurs. » Marcus ne dit rien. Il resta là, debout, et encaissa chaque accusation comme un coup de poignard dans la poitrine. Car elle avait raison. Tout était de sa faute. Il avait voulu racheter son passé, se racheter auprès d'Isabella et Sophia. Et au lieu de cela, il avait entraîné une mère et son enfant innocent dans le tourbillon dangereux de sa vie. « Tu as raison, » a finalement dit Marcus d'une voix rauque. « C'est ma faute. J'ai été égoïste. Je t'ai vu, toi et Emma, et j'ai vu une chance de réparer les choses, et je n'ai pas pensé aux conséquences. Mais Scarlett, peu importe à quel point tu me détestes, peu importe à quel point tu veux que je sorte de ta vie, en ce moment, je suis le seul qui puisse te protéger. Donne-moi une chance d'arranger les choses. Donne-moi une chance de protéger Emma. Quand tout sera fini, si tu veux toujours que je parte, je partirai, mais pour l'instant, fais-moi confiance, s'il te plaît. » Scarlett le regarda, les larmes coulant toujours sur son visage. Elle voulait lui crier dessus, le jeter hors de l'appartement, oublier qu'elle n'avait jamais rien ressenti pour cet homme, mais elle savait aussi qu'il avait raison. Elle n'avait pas d'autre choix. Dans la chambre, Emma bougea et appela doucement sa mère dans son sommeil. Et Scarlett savait que pour sa fille, elle ferait n'importe quoi, même placer sa confiance entre les mains d'un parrain de la mafia. Le lendemain matin, l'appartement de Beacon Hill se transforma en forteresse. Scarlett se tenait près de la fenêtre, regardant les hommes en costume noir se déplacer silencieusement dans le bâtiment. 2 gardes à l'entrée principale. 2 autres se trouvaient sur l'escalier de secours et 2 autres encore patrouillaient dans les environs. À l'intérieur de l'appartement, Tony dirigeait une équipe qui installait des portes en acier renforcées, un système d'alarme et des caméras de sécurité à chaque coin, et le bruit des perceuses, des marteaux et des instructions murmurées ne cessait jamais. Emma était assise sur le canapé, serrant son ours en peluche, les yeux bleus écarquillés,
observant tout ce qui se passait autour d'elle. Elle ne posait pas de questions, mais Scarlett savait qu'elle avait peur. Une enfant de 7 ans n'avait pas besoin de tout comprendre pour sentir la tension qui régnait dans l'air. Dans l'après-midi, lorsque tout fut terminé, Marcus appela Scarlett dans la chambre principale. Il ferma la porte, s'assurant qu'Emma ne pouvait pas entendre, et posa une petite boîte enveloppée dans un tissu noir sur la table. Scarlett la regarda, devinant déjà ce qu'elle contenait, et son estomac se noua. Marcus ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvait un petit pistolet compact, adapté à la main d'une femme. Le métal noir et froid reflétait la lumière, paraissant à la fois étrange et terrifiant aux yeux de Scarlett. « J'espère que tu n'auras jamais à t'en servir, » dit Marcus d'une voix grave et sérieuse. « Mais si quelque chose arrive, s'ils parviennent à passer mes hommes, si je ne suis pas là, alors tu auras besoin de quelque chose pour te défendre. » Scarlett secoua la tête et recula. « Je ne sais pas me servir d'une arme. Je suis infirmière. J'ai été formée pour sauver des gens, pas pour blesser qui que ce soit. »« Je sais, » dit Marcus doucement. Il prit le pistolet, vérifia la sécurité, puis le tendit à Scarlett. « C'est pourquoi je vais t'apprendre à t'en servir tout de suite. » Au cours des minutes qui suivirent, Marcus expliqua à Scarlett chaque étape. Comment tenir fermement l'arme, comment retirer et insérer le chargeur, comment viser, comment appuyer sur la détente, comment contrôler le recul. Scarlett suivit ses instructions, les mains tremblantes, le front couvert de sueur. Le métal froid dans sa paume lui donnait la nausée, mais elle se força à continuer. « Pour Emma, se rappela-t-elle. Pour ma fille, je ferai tout. »« Comment te sens-tu » demanda Marcus après qu'elle eut terminé le dernier exercice. « Horriblement, » répondit Scarlett. « Honnêtement, je déteste cette sensation. Je déteste devoir tenir cette chose. »« Bien. » Marcus acquiesça. « C'est normal de détester ça. Mais si quelqu'un s'introduit ici, s'il s'approche d'Emma, tu n'auras pas le temps de réfléchir. Ton instinct prendra le dessus. L'instinct d'une mère qui protège son enfant. Crois-moi, quand ce moment viendra, tu sauras quoi faire. » Scarlett regarda l'arme dans sa main. Puis Marcus. Elle voulait le croire. Elle avait besoin de le croire, car sinon, elle s'effondrerait. Elle rangea l'arme dans le tiroir de la table de chevet, exactement là où Marcus lui avait dit de la mettre, à un endroit où elle pourrait l'attraper en moins de 3 secondes si nécessaire. Puis elle retourna dans le salon, essayant d'afficher un sourire normal lorsqu'elle vit Emma. Mais la petite fille attendait, les yeux bleus fixés sur sa mère avec inquiétude. « Maman, » dit Emma d'une voix faible, « y a-t-il une méchante personne qui veut nous faire du mal ?» Le cœur de Scarlett se serra. Elle s'agenouilla et prit les petites mains d'Emma et les siennes. « Qu'est-ce qui te fait penser ça ?» J'ai vu les hommes en noir. Je les ai vus installer la nouvelle porte. J'ai vu oncle Marcus te parler dans la chambre. Et maman ? Emma hésita. Tes yeux ont l'air effrayés. Comme quand on était dans la rue, quand des inconnus s'approchèrent de nous la nuit. Scarlett la serra dans ses bras, luttant pour retenir ses larmes. Elle avait oublié qu'Emma était petite, mais elle avait déjà vécu trop de choses. Elle savait sentir le danger. Elle savait lire sur les visages des adultes. Elle avait grandi trop vite pendant ces 8 mois passés dans la rue. « Oncle Marcus nous protège », Scarlett murmura dans les cheveux de sa fille. « Il est très fort. Il ne laissera personne te faire de mal, et moi non plus. Je te protégerai quoi qu'il arrive. Tu me fais confiance ?» Emma acquiesça et enlaça le cou de sa mère. « Je te fais confiance, et je fais aussi confiance à oncle Marcus. Il ne laissera personne nous faire de mal. » Scarlett ferma les yeux et serra sa fille plus fort contre elle. Dans son esprit, elle voyait le pistolet dans le tiroir. Elle espérait ne jamais avoir à s'en servir. Mais si elle devait le faire, pour Emma, elle appuierait sur la gâchette sans hésiter. Au même moment, à environ 8 kilomètres au sud de l'appartement de Beacon Hill, dans la cave d'un vieux restaurant italien délabré à Souilly, Victor Castellano présidait une réunion. 15 hommes étaient assis autour d'une longue table en bois, leurs visages à moitié engloutis dans l'ombre, éclairés uniquement par la lumière jaune terne d'un lustre suspendu au plafond.
La fumée des cigarettes s'enroulait dans l'air épais, lourd de l'odeur du whisky et de la tension. Victor se tenait à la tête de la table, tenant une pile de photos. Il avait 45 ans, les cheveux gris soigneusement lissés en arrière, vêtu d'un costume gris coûteux, les yeux froids comme la glace. Quand il parlait, toute la pièce se taisait. Marcus Valente pense pouvoir les protéger. Victor jeta la pile de photos sur la table. Des photos de Scarlett et Emma se répandirent sur le bois. Certaines avaient été prises dans le parc, d'autres à travers la fenêtre de l'appartement, d'autres encore alors qu'elles étaient à l'épicerie. Il a renforcé la sécurité de l'appartement, posté 6 gardes, installé des caméras partout. Il pense que cela suffira à nous arrêter. Lucas, assis à la droite de Victor, prit la parole. 6 hommes, ce n'est pas rien, patron. Et l'appartement est au 3e étage, avec un seul escalier principal et une seule issue de secours. Ce ne sera pas facile d'y entrer. Victor rit, un rire sec et sans humour. 6 hommes. J'en ai 15 et j'ai quelque chose que Marcus n'a pas. Il désigna un plan du bâtiment étalé au centre de la table. Les positions stratégiques s'étaient marquées à l'encre rouge. L'effet de surprise. Il se défend, ce qui signifie qu'il attend. Mais attend quoi? Combien de temps? Un jour? Une semaine? Un mois? Ces hommes finiront par se fatiguer. Ils deviendront négligents. Ils baisseront leur garde. Et c'est là que nous frapperons. Victor encercla un endroit sur la carte. 3 heures du matin. Demain soir. L'heure où les gens dorment le plus profondément. L'heure où les réflexes sont les plus lents. L'heure où même les gardes les plus professionnels ont du mal à rester vigilants. Un jeune tireur assis à l'autre bout de la table prit la parole. Quelle est la cible? Tuer Valente? Victor secoua lentement la tête, un sourire cruel se dessinant sur ses lèvres. Non. Tuer Marcus serait trop facile. Trop rapide. Trop clément. Je veux qu'il souffre. Je veux qu'il voie ce qu'il chérit le plus lui être arraché des mains. Je veux qu'il vive en enfer avant de l'envoyer dans le véritable enfer. L'objectif est de capturer la femme et l'enfant vivant. Lucas haussa un sourcil. Et ensuite, Victor regarda la photo d'Emma, souriante, et caressa légèrement du doigt le visage de la petite fille sur la photo. Ensuite, j'enverrai à Marcus un cadeau, morceau par morceau, jusqu'à ce qu'il tombe à genoux et supplie, jusqu'à ce qu'il cède tout son territoire, jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus que la douleur et le regret. La pièce resta silencieuse. Quelques hommes échangèrent des regards inquiets. C'étaient des tueurs, des tireurs de sang-froid, mais même eux ressentirent un frisson devant la cruauté dans la voix de Victor. « Des questions » demanda Victor en balayant la table du regard. Personne ne répondit. « Bien. » Victor hocha la tête et se redressa. 3 heures du matin. Demain soir, 15 hommes répartis en 3 groupes. Le premier groupe coupe l'électricité et s'occupe des caméras. Le deuxième groupe s'occupe des gardes à l'extérieur. Le troisième groupe pénètre dans l'appartement et fait sortir les cibles. Rapidement, proprement, sans laisser de traces. Il regarda une fois de plus la photo d'Emma, ses yeux froids ne laissant transparaître aucune pitié. Demain soir, Marcus Valente apprendra la leçon la plus importante de sa vie. Dans ce monde, avoir une faiblesse signifie que vous pouvez être détruit. Et il vient de révéler sa plus grande faiblesse. Cette nuit-là, Marcus décida de rester à l'appartement. Il s'assit dans un fauteuil du salon, les yeux rivés sur la porte d'entrée, la main posée sur le pistolet posé sur ses genoux. Tony montait la garde dans le couloir à l'extérieur avec 2 autres hommes. 4 autres étaient postés au rez-de-chaussée et autour du bâtiment. Scarlett et Emma dormèrent dans la chambre. La porte était légèrement entr'ouverte afin que Marcus puisse entendre le moindre bruit. L'appartement était si calme qu'on pouvait entendre le tic-tac de l'horloge murale. Il était 2h55 du matin. Marcus jeta un coup d'œil à l'heure, un sentiment d'inquiétude le rongeant. Quelque chose n'allait pas. L'air était trop calme, trop normal, comme si une tempête se préparait avant de se déchaîner. Il prit sa radio pour appeler Tony et vérifier le périmètre. Et à ce moment précis, les lumières s'éteignirent. L'appartement tout entier fut plongé dans l'obscurité. Puis, les coups de feu commencèrent. Pas un seul coup,
mais une série rapide de détonations provenant du rez-de-chaussée, déchirant le silence de la nuit. Des cris, des bruits de pas précipités, du verre brisé. Marcus bondit, son instinct de combat aiguisé par plus de 20 ans d'expérience se réveillant instantanément. Il se précipita vers la chambre et ouvrit la porte d'un coup de pied. Scarlett était déjà réveillée, assise dans son lit, Emma serrée dans ses bras, les yeux écarquillés dans l'obscurité. « La salle de bain !» cria Marcus d'une voix urgente et dure. « Emmène Emma dans la salle de bain. » Verrouille la porte. « N'ouvre à personne à moins d'entendre ma voix. » Scarlett ne posa pas de questions. Elle n'hésita pas. Elle prit Emma dans ses bras et courut vers la salle de bain, celle que Marcus avait renforcée avec une porte en acier et un verrou spécial. Emma pleurait, ses sanglots étouffés par le chaos à l'extérieur. « Maman, j'ai peur. Je suis là. Je suis là avec toi. » Scarlett poussa Emma dans un coin de la salle de bain et utilisa son propre corps comme bouclier. Elle tendit la main pour verrouiller la porte, le cœur battant si fort qu'il semblait prêt à jaillir de sa poitrine. Dehors, Marcus courut vers la porte d'entrée, au moment où Tony trébuchait à l'intérieur. La main gauche serrée sur son épaule droite, le sang coulant entre ses doigts. « Ils sont trop nombreux, patron !» cria Tony, le visage déformé par la douleur. « Au moins 15. Les 2 types dans les escaliers sont morts. » Ils montent. Marcus tira Tony à l'intérieur, claqua la porte en acier et verrouilla la serrure. « Combien de temps ça tiendra ?» demanda Tony, haletant. « 5 minutes, peut-être 10 au maximum. Ils ont du matériel pour forcer la porte. » 5 minutes, Marcus serra les dents. 5 minutes pour protéger les 2 vies les plus précieuses qu'il avait. 5 minutes pour affronter 15 hommes armés. 5 minutes entre la vie et la mort. « Tu as appelé des renforts ?» demanda Marcus. « Marco est en route. » Tony grimaça, le dos appuyé contre le mur, le sang imprégnant sa chemise de rouge. « Il sera là dans 20 minutes. » 20 minutes. Il n'avait été pas 20 minutes. Les coups sur la porte commencèrent, lourds et réguliers, comme les battements du cœur de la mort. Puis la perceuse mordit dans le métal, des étincelles jaillissant tandis qu'elle coupait la serrure. Marcus vérifia son arme et compta ses balles. 12 balles. Il scruta l'appartement, à la recherche de la meilleure position défensive. « Mets-toi derrière le canapé et tire sur tout ce qui passe cette porte, » ordonna-t-il à Tony. « Je les retiendrai dans le couloir menant à la chambre. Quoi qu'il arrive, ne les laisse pas s'approcher de la salle de bain. » Tony acquiesça et sortit son arme de sa main valide. « Compris, patron ?» Marcus courut vers le couloir et se mit à couvert derrière le coin du mur. De là, il pouvait voir à la fois la porte d'entrée et la porte de la salle de bain où Scarlett et Emma se cachaient. Il ne laisserait personne passer, même si cela devait lui coûter la vie. La porte en acier s'ouvrit en grand au bout de 3 minutes. Des faisceaux de lumière aveuglants balayèrent la pièce, suivis de silhouettes sombres se déplaçant rapidement et avec professionnalisme. Tony tira le premier, abattant un homme juste dans l'embrasure de la porte. Mais ils étaient trop nombreux. Ils se déversèrent comme une marée, se répandant dans le salon, renversant les meubles, enfonçant les portes à coups de pied. Marcus abattit 2 hommes qui tentèrent de s'engouffrer dans le couloir, mais la 3e balle lui effleura l'épaule, lui laissant une ligne de douleur brûlante. Il n'avait pas le temps de penser à sa blessure. Il ne pensait qu'à Emma, à Scarlett, à la fragile porte de la salle de bain derrière lui, à la promesse qu'il avait faite au moment où il les avait amenés ici. Qu'il les protégerait, qu'il ne laisserait pas l'histoire se répéter, que cette fois, il ne faillirait pas. Un autre homme se précipita dans le couloir, et Marcus lui tira dans la poitrine. Le suivant tomba juste devant la porte de la chambre. Mais ses munitions étaient passées presque épuisées, et il y avait encore beaucoup trop d'ennemis. Dans la salle de bain, Scarlett entendait les coups de feu, les cris, les bruits de pas précipités et le fracas des objets jetés à terre. Emma pressait son visage contre la poitrine de sa mère, pleurant sans bruit, et Scarlett savait que s'il parvenait à passer Marcus, elle serait la dernière ligne de défense. Les coups de feu à l'extérieur commencèrent à se faire plus rares. Scarlett ne savait pas si cela signifiait que Marcus était en train de gagner ou de perdre. Elle savait seulement que chaque seconde passée dans cette salle de bain exiguë semblait durer une éternité. Emma se blottit dans un coin, les yeux bleus baignés de larmes, regardant sa mère avec une terreur absolue. Elle ne pleurait plus à voix haute, elle tremblait simplement, les sanglots coincés dans sa gorge. Scarlett s'agenouilla devant elle
les deux mains agrippées aux épaules d'Emma. « Écoute-moi, » murmura-t-elle, la voix tremblante, mais s'efforçant de rester calme. « Quoi qu'il arrive, tu restes ici. Tu ne sors pas. Tu ne fais pas de bruit. Tu comprends ?» Emma acquiesça, les lèvres serrées, jusqu'à en devenir pâle. Scarlett embrassa son front, puis se leva et se tourna vers la porte. Elle se souvint du pistolet. Le pistolet que Marcus lui avait donné. Le pistolet dont il lui avait appris à se servir. Le pistolet qu'elle avait rangé dans le tiroir de la table de chevet. Le tiroir de la table de chevet dans la chambre, à côté de cette salle de bain. Le cœur de Scarlett se serra. Elle ne l'avait pas. Elle avait oublié de le prendre quand Marcus lui avait crié de courir ici. Elle n'avait pensé qu'à protéger Emma, à courir. Et elle avait oublié la seule arme qui pouvait les sauver. Puis des pas lourds retentirent juste devant la porte de la salle de bain. Puis une voix masculine étrange, pleine de menaces. « Ils sont ici. Je les ai trouvés. » Scarlett se raidit. Elle entendit les coups frapper contre la porte. Du métal frappant du métal. Une perceuse hurlant dans les charnières. Ils étaient en train de forcer la porte. Ils allaient entrer dans quelques minutes. Et elle n'avait rien dans les mains pour se défendre. « Maman !» Emma murmura derrière elle, la voix brisée. Scarlett se retourna et regarda sa fille. Ce petit visage blanchi par la peur, ses yeux bleus qui la supplièrent de faire quelque chose. À cet instant, quelque chose s'est enflammé en Scarlett. Pas le désespoir, pas la résignation, mais la rage. La rage d'une mère qui n'a plus rien à perdre. Elle a balayé la salle de bain du regard, à la recherche de tout ce qui pourrait lui servir d'arme. Son regard s'est arrêté sur le grand miroir accroché au mur. Elle en a saisi le bord et l'a arraché. Le miroir s'est écrasé et s'est brisé en 1000 morceaux sur le sol. Scarlett s'est baissée et a saisi le plus gros éclat, tranchant comme une lame. Le verre lui entailla la paume et le sang coula. Mais elle ne ressentit aucune douleur. Elle ne ressentait qu'une détermination sans faille. La porte en acier s'ouvrit brusquement. Un homme corpulent entra, le visage à moitié couvert par un masque noir, un pistolet à la main. Il vit Scarlett debout devant Emma, le morceau de miroir dans la main, le sang coulant le long de son bras. Et il rit, un ricanement plein de mépris. « Qu'est-ce que tu comptes faire avec ça ?» demanda-t-il, en levant son arme et en la pointant directement sur Scarlett. « Pose ça et écarte-toi. Je n'ai rien à faire avec toi. Je veux seulement l'enfant. » Scarlett ne bougea pas. Elle resta là, le morceau de verre serré dans sa main, son corps étant le seul obstacle entre le prédateur et son enfant. Elle savait qu'elle ne pouvait pas gagner. Un morceau de verre contre une arme à feu, une infirmière sans domicile fixe contre un tueur professionnel. Mais elle ne s'écarterait pas, même si cela signifiait mourir. « Je vous l'ai déjà dit. » Sa voix devint impatiente. « Écartez-vous. Ne m'obligez pas à faire quelque chose que je ne veux pas faire. » Scarlett le regarda droit dans les yeux, la voix tremblante, mais chaque mot était clair. « Si vous voulez ma fille, vous devrez d'abord passer sur mon cadavre. » L'intrus haussa un sourcil, surpris par son obstination. Il fit un pas vers elle, le pistolet toujours pointé sur elle. « Pour qui te prends-tu » demanda-t-il d'un ton froid et neutre. « Que crois-tu pouvoir faire » Scarlett prit une profonde inspiration. Dans son esprit, les derniers mois défilèrent comme un film accéléré. Les nuits glaciales dans la rue, les repas qu'elle avait sautés pour qu'Emma puisse manger un peu plus. Le temps où elle avait fait semblant d'être forte alors qu'elle se brisait à l'intérieur. Tous les sacrifices, toutes les larmes, toutes les nuits où elle était restée éveillée à s'inquiéter pour son enfant. Tout cela avait conduit à ce moment. « Je suis la mère de cet enfant », dit Scarlett, et sa voix ne tremblait plus. « C'est tout ce que j'ai besoin d'être. » L'intrus rit et s'avança pour arracher Emma du coin. Il ne voyait pas Scarlett comme une menace. Il pensait qu'elle n'était qu'une femme faible tenant un morceau de verre inutile. Ce fut sa dernière erreur. À l'instant où il passa devant elle, Scarlett ne réfléchit pas. Elle n'hésita pas. Elle enfonça le morceau de verre dans sa gorge de toutes ses forces, avec toute la fureur d'une mère protégeant son enfant. Il hurla, se tordant en arrière, le pistolet levé. Mais Scarlett était déjà sur lui arrachant l'arme.
et dans ce flou violent, son doigt trouva la gâchette. Elle appuya. Le coup de feu explosa dans la petite pièce, assourdissant. L'intrus s'effondra sur le sol et ne bougea plus. Scarlett resta là, le pistolet fumant dans sa main, tout son corps tremblant. Elle regarda l'homme à ses pieds, puis Emma recroquevillée dans le coin. « Ça va » demanda-t-elle d'une voix rauque. Emma acquiesça, les larmes coulant sur son visage. Et Scarlett sut que même si elle venait de prendre une vie, elle ne le regrettait pas du tout, car c'était le choix d'une mère. Le coup de feu provenant de la salle de bain figea Marcus pendant une fraction de seconde. Son cœur sembla s'arrêter. Non, pas ça. Il se retourna, laissant l'ennemi le presser derrière lui, avec une seule pensée en tête. Emma. Scarlett. Il se précipita vers la salle de bain, enfonça la porte cassée d'un coup de pied, et la scène qui s'offrit à lui procura à la fois un sentiment de soulagement et de douleur. Scarlett se tenait là, le pistolet à la main, tremblant de la tête aux pieds, le sang de la coupure dans sa paume coulant sur le sol. À ses pieds gisait le corps de l'intrus, et dans le coin, Emma était recroquevillée, les yeux écarquillés, fixant sa mère avec horreur. « Elle va bien », souffla Marcus d'une voix rauque. « Elle l'a fait. » Mais il n'eut pas le temps de se réjouir longtemps. Des bruits de pas derrière lui rappelèrent que le combat n'était pas terminé. Il se retourna, arme à la main, face au dernier homme qui se précipitait dans le couloir. Un coup de feu, l'homme s'effondra, puis le silence. Un silence si soudain que Scarlett crut être devenue sourde. Elle resta là, n'osant pas bouger, n'osant pas croire que c'était fini, jusqu'à ce que le hurlement des sirènes retentisse à l'extérieur, jusqu'à ce que des pas lourds résonnent dans les escaliers, jusqu'à ce que la voix familière de Tony crie depuis le salon. « Patron, les renforts sont là, nous avons la situation sous contrôle. » Marcus ne répondit pas. Il entra dans la salle de bain et prit doucement l'arme des mains de Scarlett. Elle le regarda, les yeux bleus vides, comme si son âme avait quitté son corps. « J'ai tué quelqu'un, » murmura-t-elle d'une voix tremblante. « J'ai tué un homme. »« Tu as sauvé ta fille, » dit Marcus d'un ton doux mais ferme. « Tu as fait ce qu'il fallait. » Scarlett baissa les yeux vers sa main. La main encore maculée de sang. La main qui venait d'appuyer sur la gâchette. Puis elle regarda Emma, toujours recroquevillée dans un coin, et quelque chose en elle se brisa. Elle pleura. Pas les larmes silencieuses d'avant, mais les sanglots brisés d'une femme qui avait trop enduré, un cri de peur, de libération, d'épuisement. Marcus s'avança et l'enlaça. Il ne dit pas un mot. Il la laissa simplement pleurer. Il la laissa déverser tout ce qu'elle avait retenu. Emma se leva, courut vers eux et se glissa entre les deux adultes, ses petits bras enlaçant à la fois sa mère et Marcus. Tous trois restèrent là, dans la salle de bain en ruine, entourés de l'odeur de la poudre à canon et du sang, se serrant les uns contre les autres, comme si c'était la seule chose qui les empêchait de s'effondrer. Dehors, l'aube se levait. Les premières lueurs du jour se glissèrent à travers la fenêtre brisée et illuminèrent l'appartement saccagé. Tony apparut dans l'embrasure de la porte de la salle de bain, l'épaule encore grossièrement bandée, le visage fatigué, mais porteur de bonnes nouvelles. « Nous avons attrapé Victor », annonça-t-il. « Il était dans la voiture de commandement dehors, attendant des nouvelles. Nos hommes l'ont neutralisé. » Marcus leva la tête et regarda Tony. Son regard n'était plus froid. Dans ses yeux gris, il y avait du soulagement, de la gratitude. Tony n'avait jamais vu cela chez son patron en 20 ans. « Occupe-toi de lui à notre façon, » dit Marcus d'une voix fatiguée. « Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai besoin d'être avec eux. » Tony acquiesça, recula et ferma la porte. Marcus baissa les yeux vers Scarlett et Emma dans ses bras. Scarlett avait cessé de pleurer, la tête appuyée contre sa poitrine, sa respiration se stabilisant progressivement. Emma s'était endormie, épuisée après la terreur de la nuit, les traces de larmes encore visibles sur son visage. Et Marcus, le plus puissant chef mafieux de Boston, l'homme qui n'avait pas pleuré depuis 12 ans,
sentit des larmes chaudes couler sur ses joues. Il ne pleurait pas de douleur. Il ne pleurait pas de peur. Il pleurait parce que, pour la première fois de sa vie, il avait quelque chose qui valait la peine d'être protégé. Et il n'avait pas échoué. Il pleurait pour Isabella, pour Sophia, pour toutes les pertes qu'il avait subies pendant plus d'une décennie. Il pleurait parce que Scarlett lui avait fait confiance, parce qu'Emma l'avait appelé oncle Marcus, parce qu'ils avaient traversé l'enfer et survécu. Il les serra plus fort dans ses bras, laissa les larmes couler librement et murmura une promesse que seule l'aube pouvait entendre. « Je ne laisserai plus jamais personne vous faire de mal, quoi qu'il en coûte. » 6 mois passèrent comme dans un rêve. Scarlett n'avait plus peur de se réveiller. Après cette nuit horrible, Marcus déménagea avec elle et Emma dans une nouvelle maison située dans une banlieue tranquille de Boston, avec une clôture blanche, un jardin ombragé par des arbres et le chant des oiseaux chaque matin. Fini l'appartement, marqué par les balles et le sang. Fini les souvenirs des coups de feu dans la nuit. Seulement la paix, celle que Scarlett croyait ne jamais connaître. Elle reprit son travail d'infirmière dans une petite clinique, à 15 minutes de la maison. Marcus l'aida à rétablir ses qualifications, à démêler les problèmes juridiques liés aux dettes laissées par Ryan, et lui ouvrit la porte vers une nouvelle vie. Le premier jour de son retour au travail, Scarlett se tenait devant le miroir, regardait l'uniforme familier d'infirmière et pleurait. Non pas parce qu'elle était triste, mais parce qu'elle réalisait qu'elle était toujours elle-même. Toujours Scarlett Morgan, la femme qui voulait soigner et aider les autres. 8 mois sans domicile fixe n'avaient pas changé cela. La nuit de terreur n'avait pas changé cela. Elle était toujours là, plus forte que jamais. Emma a commencé l'école, dans une école primaire près de chez eux. Le premier jour, elle s'est accrochée à la main de sa mère à la porte de l'école, les yeux bleus anxieux, regardant les enfants inconnus courir et jouer dans la cour. Mais après seulement 1 semaine, Emma s'était fait des amis. Elle ramenait à la maison de petits dessins brouillons et racontait des histoires sur sa gentille maîtresse, sur Lily, qui était assise à côté d'elle et lui prêtait toujours ses crayons de couleur, sur les déjeuners à la cantine et la pizza qu'elle adorait. Scarlett l'écoutait tous les soirs, et elle se rendait compte que c'étaient les choses les plus simples dont elle avait rêvé pour sa fille pendant ces 8 mois passés dans la rue. Une école, des amis, une enfance normale. Marcus leur rendait visite tous les week-ends. Il apportait des pâtisseries de la boulangerie Rosette, de nouveaux livres pour Emma et parfois des fleurs pour Scarlett. Ils dînaient ensemble, parlaient de choses ordinaires, riaient comme une vraie famille. Scarlett ne savait pas comment qualifier ce qui existait entre elle et Marcus. Ce n'était pas de l'amour, du moins pas encore. Mais ce n'était pas seulement de la gratitude non plus. C'était quelque chose de plus profond. Un lien invisible qui reliait 2 personnes qui avaient traversé l'enfer ensemble. Mais ce qui rendait Scarlett le plus heureuse, ce n'était pas sa nouvelle vie, c'était la nouvelle que Marcus lui avait apportée. Un soir du mois dernier, il s'était assis en face d'elle dans le salon, le visage empreint d'une émotion qu'elle voyait rarement. « J'ai retrouvé Sophia », avait-il dit d'une voix rauque. « Ma nièce, je l'ai retrouvée. » Scarlett l'avait regardé fixement, le cœur battant à tout rompre. Où est-elle? Comment va-t-elle? Marcus sourit, un sourire rare, teinté de larmes. Sophia a 19 ans maintenant. Elle est en 2e année à l'université, où elle étudie la psychologie. Elle vit en Californie. Une bonne famille l'a adoptée quand elle avait 10 ans. Elle est en bonne santé, intelligente et belle. Tout comme Isabella. Il fit une pause et prit une profonde inspiration. Je l'ai contactée. Au début, elle ne voulait pas me rencontrer. Elle sait qui je suis, ce que je fais. Elle avait peur, mais elle a finalement accepté de me parler au téléphone. Nous avons discuté pendant 3 heures. Elle m'a parlé de sa mère, des quelques souvenirs qu'elle a encore, et elle m'a dit qu'elle réfléchirait à la possibilité de me rencontrer. Scarlett tendit la main vers Marcus, les yeux brûlants. C'est un merveilleux début. Marcus acquiesça, les larmes coulant sur ses joues. 12 ans. 12 ans que je la cherchais. Et enfin, j'ai entendu sa voix. Enfin, je sais qu'elle va bien. Qu'elle me pardonne ou non,
Qu'elle veuille me voir ou non, le simple fait de savoir qu'elle est heureuse me suffit. Scarlett regarda l'homme devant elle, le puissant parrain de la mafia, qui pleurait comme un enfant parce qu'il avait retrouvé sa nièce. Elle comprit alors qui était le vrai Marcus Valent, pas le personnage impitoyable des journaux, ni le parrain froid que toute la ville craignait, mais un homme qui portait une blessure depuis plus de 10 ans et qui commençait enfin à guérir. 1 an après ce jour fatidique dans la boulangerie, Scarlett poussa la porte familière de la boulangerie Rosette, la petite cloche tintant en signe de bienvenue. Emma courut la première, ses cheveux blonds attachés haut avec un ruban rose tout neuf, ses baskets blanches propres tapant un rythme sur le parquet. Elle n'était plus la petite fille aux chaussures usées et aux yeux tristes d'il y a 1 an. Emma avait maintenant 8 ans, elle était en bonne santé, heureuse, et regardait avec enthousiasme la vitrine à gâteaux, comme si elle renfermait tout un univers magique. Marcus entra en dernier, sa main posée légèrement sur le dos de Scarlett. Il portait une chemise bleu foncé, sans costume, sans l'allure intimidante d'un parrain de la mafia, juste un homme souriant qui regardait une petite fille blonde, pointer du doigt chaque gâteau et poser une douzaine de questions. La boulangerie n'avait pas changé. L'odeur chaude du sucre flottait toujours dans l'air. Le four ronronnait toujours à l'arrière. Mais quelque chose avait changé. Britney, l'employée de l'année dernière, avait démissionné depuis longtemps. Derrière le comptoir se tenait désormais une femme d'âge moyen au sourire doux, qui les accueillait comme des invités d'honneur. Ils choisirent la table dans le coin, exactement là où Marcus s'était assis 1 an plus tôt lorsqu'il les avait vus pour la première fois. Le gâteau d'anniversaire fut apporté. 3 étages recouverts d'un glaçage rose et décorés de papillons en sucre, exactement comme le gâteau de l'année dernière. Mais cette fois, 8 bougies brillaient sur le dessus. Emma était assise entre Scarlett et Marcus, ses yeux bleus scintillants à la lueur des bougies. Rosa était assise en face d'eux, un mouchoir déjà à la main, prête à essuyer ses larmes. Tony se tenait dans le coin, comme d'habitude. Mais un sourire rare illuminait son visage. À côté de Tony, une jeune femme aux cheveux bruns observait la scène, le visage ému. Sophia, la nièce de Marcus, avait pris l'avion depuis la Californie pour assister à l'anniversaire d'Emma. Elle avait rencontré Marcus pour la première fois 2 mois auparavant. Et même si leur relation était encore en train de se reconstruire lentement, elle avait accepté de faire partie de cette nouvelle famille. « Très bien, ma chérie, » dit Scarlett doucement. « Souffle les bougies et fais un vœu vraiment spécial. » Emma ferma les yeux et joignit les mains contre sa poitrine. Elle resta dans cette position pendant quelques secondes, puis ouvrit les yeux et secoua la tête. « Je n'ai pas besoin de faire de vœux, » dit Emma d'une voix claire qui résonna dans la boulangerie. « Tous mes vœux se sont déjà réalisés. » Scarlett sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle se souvenait, 1 an auparavant, debout à la caisse, la tête baissée, demandant un gâteau qui allait bientôt périmer pour sa fille. Elle se souvenait de l'humiliation, du désespoir, de l'impuissance d'une mère qui ne pouvait même pas offrir à son enfant une simple fête d'anniversaire. Et maintenant, sa fille était assise là, affirmant que tous ses souhaits s'étaient réalisés. Emma prit une profonde inspiration et souffla les 8 bougies. Tout le monde applaudit. Rosa pleura, Sophia sourit, et Marcus regardait la petite fille avec des yeux rougis par l'amour d'un père qu'il n'avait jamais cru devenir. Emma se leva et enlaça Scarlett, puis attira Marcus dans ses bras. Elle les serra tous les 2 contre elle, la tête posée sur l'épaule de sa mère, la main agrippée à la chemise de Marcus. « J'aime ma famille, » murmura Emma. « Merci, maman, de toujours me protéger. Merci, oncle Marcus, de nous avoir donné un foyer. Je suis la petite fille la plus heureuse du monde. » Marcus les serra toutes les 2 contre lui et ne dit rien, laissant couler ses larmes en silence. Il pensa à Isabella, la sœur qu'il avait perdue. Il pensa à Sophia, la nièce qu'il avait retrouvée. Et il pensa à Scarlett et Emma, 2 personnes qui étaient entrées dans sa vie 1 an auparavant et avaient tout changé. Il avait cherché la rédemption pendant 12 ans. Et il l'avait enfin trouvée, non pas dans le pouvoir ou l'argent, mais dans le rire d'une fillette de 8 ans, dans les yeux d'une femme aux cheveux châtains auburn, dans un gâteau d'anniversaire avec 8 bougies dans une petite boulangerie du sud de Boston.
Parfois, les meilleures choses de la vie commencent dans les moments les plus désespérés. Une mère qui demande un gâteau périmé pour sa fille. Un parrain de la mafia portant une blessure qui n'avait pas guéri depuis 12 ans. Une fillette de 7 ans avec des baskets usées et un souhait tout simple. Ils se sont trouvés dans cette petite boulangerie et se sont sauvés mutuellement. Pas avec de l'argent, ni avec du pouvoir, mais avec la chose la plus simple, la plus forte et la plus précieuse au monde, l'amour. Cette histoire nous rappelle que même lorsque la vie nous pousse dans une impasse, même lorsque nous pensons avoir tout perdu, il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours des cœurs généreux, prêts à aider. Et parfois, les miracles viennent d'où on s'y attend le moins. Si cette histoire vous a ému, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » pour soutenir notre chaîne. Partagez cette vidéo avec vos proches pour diffuser ce message d'amour et d'espoir. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer nos histoires touchantes quotidiennes. Qu'avez-vous ressenti en regardant cette histoire? Vous a-t-elle fait penser à quelque chose dans votre vie réelle? Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Nous aimerions vraiment connaître votre opinion. Merci d'être resté jusqu'à la fin de l'histoire. Nous vous souhaitons, à vous et à votre famille, une bonne santé, une vie joyeuse et des jours remplis d'amour et de paix. Au revoir et à bientôt dans la prochaine vidéo.